La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club, hashtag la réussite est en vous. Madame, Monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus pour votre rendez-vous économique, le TVR BPGO Business Club. Nous sommes très heureux de vous accueillir avec l'équipe de chroniqueurs du jour. On va vous les présenter dans un instant, mais nous sommes honorés d'accueillir sur ce plateau durant 26 minutes Monsieur le préfet du Morbihan, Patrice Faure, afin d'évoquer un plan qui est très important. C'est le plan France Relance. Monsieur le préfet, bonjour. Bonjour. Grand merci d'avoir accepté notre invitation pour vous interroger dans un instant Maurice Bourrigaud, le directeur général de la BPGO, également bâtonnier Hélène Lodic-Baron, membre du comité national des barreaux, et enfin Hervé Kermarec, le président du MEDEF Bretagne. Bonjour à vous trois. Vous êtes comme chaque semaine avec vos questions et elles seront très nombreuses. Préfet Faure, ce plan de 100 milliards est un engagement exceptionnel pour répondre évidemment à cette crise, sauver l'emploi et puis surtout aussi préparer la société de demain. Il est fondamental, il est totalement exclu de ne pas l'utiliser pour deux raisons. D'abord, il vise, comme vous le savez, à être utilisé immédiatement dans de l'investissement, notamment technologique, dans de l'industrie, de façon à améliorer la rentabilité des entreprises. Mais aussi, voire surtout, je dirais, il faut que ces entreprises puissent garder leurs compagnons. Parce qu'elles les ont formés, elles les ont adaptés, elles les ont accompagnés, souvent à gravir l'ensemble des échelons dans leur entreprise. Et il serait fort dommageable pour l'avenir que ces compagnons quittent leur entreprise. C'est vrai pour l'immense majorité des entreprises. Et puis, il y a deux secteurs à minima d'activité où le plan de relance est fondamental. C'est évidemment l'aéronautique. Je viens d'arriver d'une visite d'une entreprise qui travaille dans l'aéronautique. Comme vous le savez, les avions ne volent quasiment plus, donc on n'en construit quasiment plus. Et si le gouvernement n'était pas venu massivement intervenir dans ces sociétés-là, eh bien probablement, très probablement, et malheureusement, les entreprises auraient été rachetées par des pays étrangers, en tout cas des entreprises étrangères qui auraient capté des savoir-faire uniques. Dans le Morbihan, on a deux entreprises qui ont des savoir-faire uniques. Un qui fabrique par exemple des robots pour fabriquer automatiquement des ailes d'avion et un autre des produits de désinfection et de préparation des surfaces qui pareil sont les fournisseurs pour Boeing, pour Airbus. Mais si l'État n'était pas intervenu, très probablement ils auraient été rachetés à vil prix par des puissances étrangères et probablement d'ailleurs on aurait fermé les sites en France. La deuxième entreprise, excusez-moi, le deuxième secteur, c'est l'automobile. Vous avez bien vu que tout s'est arrêté à un moment donné, donc à l'occasion du premier confinement. Donc ce sont les voitures d'occasion qui se sont vendues. Et puis les entreprises françaises notamment, ont arrêté de produire. Et pareil, si ce grand pourvoyeur d'emploi devait s'arrêter durablement, eh bien ce sont des savoir-faire et des entreprises qui auraient quitté le sol national, ce qui paraît juste impensable. Une question de Maurice Bourrigaud, directeur général de la Banque Populaire Grand Ouest. Oui, monsieur le préfet, ce plan, il est colossal. On ne se rend pas toujours compte, mais à l'échelle de la Bretagne, toutes choses égales par ailleurs, c'est plutôt 5 milliards. À l'échelle du Morbihan, on voit bien que c'est 10 fois, 15 fois le budget d'investissement d'un département. C'est colossal. Pourquoi ça ne bouge pas assez vite? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Parce que ça concerne des grands secteurs, mais ça concerne des entreprises de 10, 20, 50, 70 salariés. Pourquoi ça ne bouge pas et qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, monsieur Bourrigaud. Ça bouge. Je prends un exemple, la DECIL exceptionnelle, donc c'est une dotation d'abord régionale qui est déléguée à chacun des préfets de département, permet par exemple dans le Morbihan d'avoir une quinzaine de millions d'euros immédiatement disponibles. En 2020, je parle, donc en 2020, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons choisi d'assurer la relance du BTP. Et dans le même temps, nous avons connu, en tout cas les conchyliculteurs ont connu la crise du norovirus. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, mais c'est simple, cette année, on met le paquet, on a mis plusieurs millions d'euros, 9 millions d'euros, sur la rénovation de l'ensemble des systèmes d'assainissement, ce qui a fait un effet levier. Toutes les collectivités y sont allées parce que pour eux c'est une opportunité d'abord de maintenir l'emploi, de maintenir les compétences sur le terrain, de faire venir des pelles mécaniques, surtout sur des choses qui débutent en début de mandat. Et comme vous le savez, et quand on est élu, et c'est bien normal, on aime voir, en tout cas faire voir à sa population que ça avance. Et les canalisations, c'est bien pour ça que souvent elles sont
sont traitées par-dessus la jambe et pendant très longtemps, eh bien elles sont vieillottes, vieillissantes, fuyardes le plus souvent. Et donc aujourd'hui, on a décidé en ce début de mandat eh bien, de mettre beaucoup d'argent sur la rénovation ou le prolongement de ces réseaux d'assainissement, collectifs et non collectifs, de façon à ce que justement le BTP connaisse une relance immédiate. Dans le Morbihan, c'est dès le 15 avril que l'immense majorité des entreprises du BTP étaient sur les chantiers. Donc ça, c'est un premier effet levier. Les collectivités sont venues massivement. L'ensemble des intercos, notamment GMVA, qui a investi beaucoup. Et derrière, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu eh bien, des grands décideurs de fluides, d'informatique, etc., venir nous voir en disant, mais nous, on est prêts à aller avec vous. Donc on est en train de les mettre en contact avec les collectivités parce que, quitte à ouvrir une tranchée, ben peut-être que c'est le moment de tirer de la fibre un peu plus loin, d'enfouir des réseaux, de rénover des réseaux d'eau. Et l'engagement qu'on leur a demandé de prendre, c'est de dire, c'est que les économies que vous allez faire, parce que vous allez en faire un peu quand même, il faudra les réinvestir en 2023, en 2024, pour qu'il y ait un effet de linéarisation de la commande publique, de façon à ce qu'on n'ait pas ce trou d'air qu'on risque d'avoir et sur lequel on est en train de se battre en 2023-2024. Heureusement, il y a le CPER qui arrivera à ce moment-là, mais l'idée, c'est de linéariser la commande publique. Il y a un pic d'activité, et justement, et je pense que parfois les gens, comme vous venez de dire, M. Bourigo, ça ne va pas assez vite, etc. C'est vrai et c'est faux. Il ne faut surtout pas confondre vitesse et précipitation, parce qu'il faut, avec les collectivités, c'est ce que nous faisons dans le Morbihan, linéariser la commande publique, prioriser. Il y a le plan de relance, il faut investir avant le 31-12-2022. Il faut que nous le fassions. Il y a parfois des marchés publics qui peuvent un peu attendre, qui étaient des lignes de DETR, on a une vingtaine de millions d'euros qui sont en attente, depuis 3 ans à peu près, alors ça fluctue, etc. Ben cela, c'est pas grave, parce qu'on sait qu'on peut attendre. Moi, je préfère qu'on passe les marchés de suite pour ce qui relève du plan de relance, de façon à ce qu'on ait un effet levier, premièrement, et que deuxièmement, avec les reliquats, ou les montants de dotation que nous avions prévus, nous puissions passer les commandes pour 2023-2024 pour essayer de lisser cette commande publique et surtout que les entreprises aient confiance. Si elles ont confiance, elles vont embaucher, parce que le plan de relance, que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est maintenir l'emploi, mais moi, ce que je veux, c'est créer de l'emploi. Et donc, il faut impérativement que les entrepreneurs aient confiance. Pour qu'ils aient confiance, il faut qu'ils aient confiance dans les collectivités, confiance dans les services de l'État, et que globalement, on se fasse confiance et qu'ensemble, on puisse construire l'économie de demain. Celle d'aujourd'hui, force est de constater qu'en tout cas dans le Morbihan, ça va pas trop mal. Mais parce qu'on est sur, en fait, le train ne s'est pas arrêté, il a un peu ralenti. Et là, l'idée, c'est de mettre du carburant pour qu'il continue. Et qu'avec le contrat de plan État-région, eh bien, nous puissions avoir un trait d'union qui fasse qu'on évite ces trous d'air. Bâtonnier Hélène Lodic-Baron, membre du Conseil national des barreaux. Monsieur le préfet, vous avez pris un certain nombre d'arrêtés qui ont fait beaucoup réagir. D'un autre côté, vous êtes en charge de la mise en exécution du plan France Relance. Permettez-moi l'expression, mais comment est-ce qu'on concilie le côté Père Noël avec le côté Père Fouettard? Ce sont des sujets bien différents. Sur le Père Fouettard, c'est avant tout parce que le département du Morbihan, par exemple, est un département beaucoup trop accidentogène, par exemple. Pourquoi? 95% des cas, c'est l'alcool et les stupéfiants, ou les stupéfiants. Et donc, je vois à quoi vous faites allusion, un arrêté préfectoral que j'ai pris interdisant la vente d'alcool fort. J'ai dit bien d'alcool fort, parce que souvent les gens ont élargi, et du coup, effectivement, on a vendu moins de vin, moins de bière, mais en fait, on s'est aperçu qu'on a eu un moment d'émotion, 550 000 sont venus sur notre page internet pour m'insulter la plupart du temps, etc. Beaucoup de pression de grandes entreprises qui vendent de l'alcool en nous disant qu'en fait, justement, il ne fallait pas l'interdire pour qu'on puisse arrêter ces excès. Eh bien, on s'est quand même aperçu que pendant la période où on a interdit la vente d'alcool fort, je dis bien d'alcool fort, eh bien, la baisse des violences intrafamiliales avait baissé de plus de 30%. D'accord ? Je rappelle quand même que j'ai pris cet arrêté après ou pendant le premier confinement, alors que des enfants ont été défenestrés, parce que les 2 parents étaient sous. Et est-ce qu'il y a une personne au monde qui, voyant ça, ne réagirait pas? Il serait criminel. Donc je préfère effectivement prendre des décisions qui font un peu grincer des dents, etc., mais qu'in fine, il y ait un résultat. Je n'imaginais pas, évidemment, que cet arrêté puisse changer la vie de celles et ceux qui abusent de l'alcool. Pour autant, c'était une prise de conscience. Et ce que l'on ne voit pas, notamment sur les sites internet, c'est les centaines de courriers que je garde à disposition de ces femmes qui nous ont écrit pour nous remercier. Parce que leur mari avait pris conscience qu'ils étaient alcooliques.
et que donc il allait se faire soigner, que on l'avait peut-être sauvé parce qu'on avait mis en place un dispositif pour les mettre à l'abri, pour les transporter, pour les former, pour les accompagner, pour mettre leurs enfants à l'abri. Tout ça, on oublie de le dire, et ce soir, je suis très heureux de pouvoir vous le dire. Hervé Kermarek, président du MEDEF Bretagne. Oui, monsieur le préfet, dans le plan de relance, il y a 20 milliards qui iront vers la baisse des impôts de production. Et la baisse des impôts de production a un objectif principal, c'est de rendre les entreprises industrielles un peu plus compétitives. Et l'idée derrière ce plan de relance, c'est de la réindustrialisation du territoire. Le Morbihan a plein d'atouts, mais ce n'est pas un territoire industriel, en tout cas n'est pas vécu comme ça. Quels sont les enjeux de l'État pour faire en sorte que le Morbihan redevienne un peu plus industriel avec ses frontières maritimes et le handicap d'une infrastructure, notamment aéroportuaire, qui est sous-développée? Alors, effectivement, le Morbihan ne recèle pas de très grandes entreprises. Pour autant, il est le terrain de jeu de nombreuses pépites technologiques qui ne demandent qu'à se développer. Je prends un exemple, une entreprise qui dissout des plumes de poulet, d'accord, et qui en fait des acides aminés et qui vend beaucoup à l'export et qui se développe et qui d'ailleurs a été lauréate dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt et l'appel à projet. S'il n'y avait pas eu ce plan de relance, probablement que cette entreprise n'aurait pas pu se développer encore plus et baisser ses coûts de production et donc être encore plus compétitive et donc encore récupérer des marges à l'exportation. Aujourd'hui, l'outil industriel chez elle est en train de se développer et déjà de nouveaux clients se font jour. Donc déjà c'est une partie du pari que l'État a fait qui est gagné. Ensuite, effectivement, sur la baisse des charges, elle va aussi doper la compétitivité des entreprises. En même temps, la réindustrialisation, vous avez raison, la même entreprise, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, pendant le premier confinement, on avait donc à l'origine les entreprises qui abattent des poulets, etc., étaient quasiment en train de payer cette entreprise, il y a très longtemps, pour pouvoir éliminer les plumes, parce que c'était un déchet qu'on ne peut pas enterrer, etc. C'est devenu un coproduit qui rentre en fait dans le prix de revient de l'abattage et de la commercialisation des poulets. D'accord ? Donc, si vous enlevez ce maillon, si pendant un temps on doit arrêter de dissoudre ces plumes pour en faire des acides aminés, c'est toute la chaîne qui est perdante. Les éleveurs, les abatteurs, les transformateurs et celui qui, in fine, dissout les plumes. Que s'est-il passé pendant le début du premier confinement? Plus d'alimentation en acide. Et donc là, pourquoi? Parce que l'acide est un coproduit de la fabrication du PVC, et qui PVC est majoritairement, en tout cas, produit dans l'est de la France. Donc qu'est-ce qu'il a fallu faire? Eh bien, dans les 24 heures, il a fallu qu'on convainque Paris, ce qu'on a fait très aisément, que la production d'acide était prioritaire, elle était essentielle, parce qu'elle était un élément essentiel de toute une chaîne, entre guillemets, alimentaire et industrielle qui faisait qu'on avait besoin. Et donc là, potentiellement, ce qu'on est en train de faire, c'est de regarder où est-ce qu'on peut produire cet acide localement. C'est pas forcément dans le Morbihan, mais c'est pas bien grave. Si c'est en France, c'est beaucoup mieux. Et donc l'idée, c'est de regarder justement l'ensemble de ces maillons pour que, in fine, si demain il y a encore un confinement et qu'on ne puisse plus circuler, on puisse trouver cet acide à proximité de façon à ce que cette chaîne ne s'interrompe pas. On a beaucoup appris pendant la première crise, je dirais, en tout cas pendant le premier confinement. Par exemple, on a dû abattre des centaines de milliers de poules pondeuses. Pourquoi? Parce que celles qui pondent des œufs blancs pour l'industrie collective, ceux qui pondent des œufs marrons, qui sont pour monsieur et madame tout le monde. Et en fait, comme les cantines se sont arrêtées, les restaurants se sont arrêtés, malheureusement, il y avait beaucoup d'œufs et qui, après, une fois qu'on a fait du stock et de la congélation, on ne peut pas en faire grand-chose si ce n'est le vendre au public. Alors qu'on s'apercevait que monsieur et madame tout le monde voulaient beaucoup d'œufs puisqu'il fallait faire des gâteaux, puisque les enfants étaient à la maison, les parents étaient à la maison, etc. Et sauf que, comme on avait arrêté les déchetteries, et que les déchetteries sont le premier et le seul pourvoyeur des éléments constitutifs des boîtes d'œufs, les entreprises qui fabriquaient les boîtes d'œufs ont dû s'arrêter. Et donc, aujourd'hui, on sait qu'il ne faut surtout pas arrêter les déchetteries pendant le confinement, parce que si on le fait, eh bien, ce sont les œufs qu'on ne pourra plus mettre conditionnés et vendre. Et donc, obligé d'abattre à nouveau des poules. Vous voyez, donc, ce sont des éléments, c'est la crise qui nous l'a appris. On l'a appris avec les industriels, avec les entreprises. Et en fait, cette réindustrialisation, si elle n'est pas à l'échelle du territoire, c'est pas très grave. C'est la prise de conscience des uns et des autres qu'on a besoin des uns et des autres, mais dans un territoire assez resserré. Il peut être régional, départemental, régional, national, interdépartemental ou légèrement international. Mais il n'empêche qu'on a besoin de savoir où ça se fabrique, comment ça se fabrique et pourquoi il faut qu'on le fabrique chez nous.
Monsieur le Préfet, est-ce que, je reviens sur ce plan de relance important de 100 milliards, est-ce que l'on peut dire que c'est en quelque sorte une feuille de route pour une certaine refondation de notre économie au niveau de notre pays, qu'il s'agisse de l'économie, du social ou de l'écologie? Vous voyez bien qu'il y a quand même, dans les 100 milliards, on les divise en trois, hein. En tout cas il y a un objectif, c'est la verdisation de l'économie. Que tout le monde disait c'est impossible, ça sert à rien, c'est un truc d'écolo, etc. Sauf qu'en fait tout le monde s'aperçoit que c'est plus large que ça. Que c'est beaucoup plus large que ça et que c'est beaucoup moins difficile que ça. Et je pense que en fait le plan de relance a permis à nombre d'entreprises, à nombre d'entrepreneurs de prendre conscience que c'était possible et qu'on allait pouvoir le faire et qu'on allait le faire. Et donc aujourd'hui, force est de constater, l'entreprise que j'ai visitée tout à l'heure, hein, justement, vient d'acquérir une autre entreprise qui fait des désinfectants à 100% bio. 100% à partir de végétal. S'il n'y a pas eu de plan de relance, m'a-t-il dit, il n'aurait même pas pensé à l'acheter. Et donc, ça a été un déclenchement, verdisation. Voilà. D'autres entreprises peuvent, à partir de matériaux qui sont des déchets, en faire autre chose et du coup avoir une production zéro carbone sur des coproduits. Donc, vous voyez bien que cette démarche-là, elle était nécessaire. Elle a accéléré la verdisation de l'économie française et je pense que c'est un temps d'avance par rapport à d'autres. Il nous reste 9 minutes dans ce TVR BPGO Business Club. Questions et réponses rapides pour faire un maximum de tours de table. Maurice. Bon, moi j'aimerais parler à l'être humain aussi, Patrice Faure, parce que je suis admiratif de votre histoire et infiniment respectueux de votre mission, parce que c'est une mission extrêmement varié. Vous êtes un homme de développement et un homme de sécurité, ça a été évoqué tout à l'heure. Moi, je voudrais être pragmatique sur le plan de soutien. On a l'impression qu'un prochain confinement, il sera soit long et mou, soit court et dur. Vous préférez quoi? Et qu'est-ce qu'on doit faire pour le mieux le réussir? D'abord, parce que c'est dans l'énergie du plan de soutien, avec ce fonds de solidarité, cet accompagnement au chômage partiel, le télétravail encouragé, etc., on voit bien qu'il y a des choses à ne pas louper. J'aimerais bien les comprendre. Alors déjà, c'est pas moi qui vais choisir. Et donc, inévitablement, je ferai ce qu'on me demandera de faire. J'essaierai de le faire le mieux possible. Une chose est sûre, c'est qu'on fera comme le premier confinement, on fera comme à l'occasion du second confinement, c'est-à-dire que au quotidien, nous aurons des relations avec les élus et avec le monde de l'entreprise. Parce que plus que jamais, les gens sont aperçus que, in fine, on avait une communauté de vie, une communauté d'intérêt, hein, que l'intérêt du préfet, c'est que l'économie fonctionne. Si l'économie fonctionne, les élus fonctionnent, parce que, inévitablement, ils ont des familles, ils ont des problèmes en moins, des problèmes de sociaux en moins à gérer, etc. Et donc, on fera exactement ce qu'on a fait. On ira sûrement un peu plus vite, parce qu'on a l'expérience des 2 premiers confinements. Et donc, là, l'idée, c'est, parce que les entreprises ont compris qu'on était à leur service. Je vais vous raconter une histoire en 1 minute. Premier confinement, il y a un chef d'entreprise qui est venu me voir en me disant « Monsieur le Préfet, je me mets à votre disposition, je suis l'entreprise qui donne du conseil, conseil de gestion de crise, etc. Je me mets à votre disposition pour vous aider si vous voulez. » Très bien. Du coup, plusieurs chefs d'entreprise sont venus nous accompagner pendant 3 mois. Ils étaient dans une équipe, comme s'ils étaient fonctionnaires, payés par l'État, alors qu'ils étaient totalement bénévoles, et je les remercie encore. Ils sont venus, etc. Pas de souci. Le 13 juillet au soir, on a fait une petite fête dans les jardins de la préfecture pour respecter les règles de distanciation, etc. Et en fait, ce monsieur est venu me voir en me disant « Monsieur le Préfet, en fait, j'étais quasiment venu vous piéger. Je voulais voir de l'intérieur ce que c'était que les fonctionnaires, vous savez, ceux qu'on dit toujours qu'ils ne font rien. » Et en fait, il était surpris de voir qu'à 6h du matin, on était au bureau, qu'à minuit, on y était encore, et qu'à minuit et demi, on passait encore des mails pour dire, eh bien voilà, telle entreprise, monsieur le chef de cabinet, monsieur le directeur de cabinet de tel ministère, il faut vraiment y aller, il faut vraiment nous autoriser à transporter cet acide, etc. Et donc, on ne fera pas mieux, on ne fera pas moins bien, on le fera différemment, parce qu'on a l'expérience des 2 premiers confinements. Je pense que, in fine, quelle que soit la nature du confinement, qu'il soit long, mou, court et rapide, eh bien, ce sera encore plus facile que les 2 premiers, parce qu'on va s'adapter et qu'on aura une connaissance déjà du tissu économique et de l'ensemble des élus, qu'ils soient communaux, départementaux, des intercommunalités ou évidemment nationaux comme nos députés et nos sénateurs qui, je le dis, l'ensemble des élus, comme l'ensemble des entreprises, nous connaissent bien aujourd'hui puisque nous dialoguons au quotidien avec eux. Hélène. Vous l'avez dit tout à l'heure, la croissance va avec la confiance. Aujourd'hui, on a toute une partie de la population, et je pense notamment aux étudiants, et ils sont nombreux dans le Morbihan, qui ont cette perte de confiance importante. Quel message vous auriez à donner à ces jeunes, à ces étudiants qui sont un peu perdus dans la situation actuelle, en termes de débouchés, en termes de formation, de stage, l'alternance est difficile à trouver. Quel message vous avez à leur donner? D'abord, de ne pas perdre espoir. Puis vous parlez à un père de 6 enfants.
Donc je sais ce que c'est que de chercher des stages, de ne pas en trouver, de s'évertuer à envoyer des CV. Je leur dirais d'abord de ne pas perdre confiance. D'abord, ensuite, surtout d'aller vers l'entreprise et de n'attendre rien de personne, ni de l'État, ni des autres. En fait, celles et ceux qui trouvent, c'est celles et ceux qui se cherchent vraiment. Alors évidemment, c'est beaucoup plus difficile parce que les commerces sont fermés, donc ceux qui sont en apprentissage ont moins de stages en apprentissage, effectivement. Et avec le CFA, avec l'ensemble des organisations professionnelles, on essaie de trouver d'autres solutions. Il y a d'autres solutions, pas pour tout le monde, mais il y en a d'autres. On le voit, les élèves, ce qui paraissait impossible de faire des cours en distanciel. Aujourd'hui, ils le font. Moi, je vois mon fils qui est en seconde, fait des cours en distanciel. Il a fait un stage d'entreprise. Il l'a fait différemment. Effectivement, il était avec un maître d'apprentissage qui était avec un masque, mais il est allé le voir, et papa ça n'est pas occupé, parce que je me refuse à le faire. Il est allé voir son maître d'apprentissage pour demander s'il pouvait le faire. Il l'a fait avec un masque, en se lavant les mains, etc. etc., etc. C'est plus difficile, mais justement, préparation difficile, guerre facile. Donc il faut tout essayer, élargir sa sphère de recherche et surtout se dire que peut-être que ce qu'on cherche aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être pas ce qu'on va trouver demain, et donc accepter aussi d'avoir une offre un peu différente du secteur parfois très contraint dans lequel on cherche. Hervé. Oui, dans les nombreux dossiers que vous avez eu à traiter, il y avait notamment celui du Brexit. Et quand on parle de pêche, on a plutôt tendance à imaginer nos pêcheurs dans le nord de la Bretagne, mais un peu moins dans le Morbihan. Or, Lorient et Vannes sont quand même des territoires où on y pêche. Quel est votre regard, vous, préfet du Morbihan, sur cet accord qui a été signé et qui enlève 25% des quotas de pêche à nos pêcheurs bretons? Bon, Lorient, c'est le premier port en valeur de France et le deuxième en volume, déjà. Donc, quand on se dit ça, ça pose le débat. Avec une société, la Scapèche, qui est l'un des plus gros à avoir des bateaux en mer et en haute mer. Donc, évidemment, le Brexit, en fait, n'a pas été la rupture qu'on attendait, parce qu'on était tous persuadés qu'il y aurait, en fait, un no deal. Là, le deal, c'est 25%. Et en fait, tous les pêcheurs s'attendaient à beaucoup plus. C'est un moindre mal. C'est un moindre mal, mais in fine, pour discuter souvent avec eux, c'est une phase d'adaptation, probablement, qui va conduire à ce qu'une partie de la flotte, la plus âgée, celle qui, demain ou après-demain, ne correspondrait plus aux normes, va devoir être éliminée. Il y aura des aides de l'Europe, et donc c'est plutôt une opportunité, compte tenu de la faiblesse, entre guillemets, 25 c'est beaucoup, mais c'est beaucoup moins que si c'était 80. Et du coup, eh bien, je pense que ça va être une force, parce que du coup, l'ensemble des pêcheurs, le monde de la pêche est en train de réfléchir à comment optimiser d'abord la ressource, à diminuer ses coûts, à moderniser son outil. Et c'est grâce à ça, cet élément, c'est un espèce de sursaut qui va faire que la pêche française sera beaucoup plus compétitive demain. D'ailleurs, ce soir, en rentrant, j'ai une audio avec l'ensemble du monde de la pêche pour traiter de ces sujets-là. On parlait de la pêche, il y a également l'agriculture dans le Morbihan, en Bretagne. L'agriculture va un peu mieux ? L'agriculture va un peu mieux. L'agriculture a bénéficié de cours assez hauts, à part le lait qui est stagne, mais qui permet de nourrir son homme. Mais évidemment, ils ne font pas fortune en ce moment. Pour autant, le porc, quand je suis arrivé, a été à 1,71,56. Donc il a beaucoup baissé, hein. Mais il a été quand même assez haut et pendant très longtemps. Donc j'imagine que l'ensemble des agriculteurs qui ont pu gagner un peu d'argent ont pu moderniser leur outil, parce que c'est justement quand on fait des bénéfices qu'il faut en profiter pour moderniser son outil et préparer l'avenir. Donc aujourd'hui, évidemment, le cours est plutôt en baisse. On a besoin de produits agricoles, on a besoin aussi de nouveaux produits agricoles. Les gens demandent à ce qu'ils soient beaucoup plus bio, beaucoup plus proches, l'économie circulaire. Et je vois, ça et là, que celles et ceux qui, il y a 5 ans, disaient combattre le bio, se sont mis au bio. Donc c'est un bon signe. Et l'écart de prix, même s'il est encore important, entre le bio et le non-bio, est en train de diminuer. Et l'offre se fait de plus en plus pressante sur le terrain. Et il est rare de vivre dans une ville ou dans un village et pas à proximité d'un lieu où vous pouvez trouver des produits bio. Alors il nous reste 45 secondes. Il paraît que vous êtes méthodique, organisé, plutôt pointilleux. Vous êtes un très grand travailleur. Avez-vous le temps de vous octroyer toujours vos 2 heures pour vos avions, car vous êtes un passionné d'aéromodélisme? Pour tout vous dire, depuis le mois de mai, je n'ai plus volé, parce que je n'ai pas le temps. Bon, c'est pas grave. La crise, je préfère m'occuper de la crise que de mes avions, parce que la crise peut tous nous détruire, nos avions, elle peut tous nous faire rire.
Merci beaucoup en tout cas, monsieur le préfet, Patrice Faure, préfet du Morbihan. Grand merci à vous d'être venu nous parler et décrypter un peu ce plan de France Relance. Merci Maurice, Hélène, Hervé, membre éminent de nos 30 chroniqueurs qui chaque semaine viennent interroger économiquement nos invités. Encore merci, rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous. La Banque Populaire Grand Ouest donne le go pour TVR Business Club. #la réussite est en vous.